l'immobilier, peu importe où tu achètes, tu vas avoir 10% par an. C'est juste que tu as des villes où tu vas avoir, comme à Paris, 3% de rendement locatif et 7% de valorisation. Et du coup, tu vas quand même en tomber sur tes 10%. Et tu as des villes où tu auras 10% de rendement, mais pas d'évolution des prix du tout. J'ai une approche assez quanti et assez ingénieur. Donc, du coup, on fait des calculs, on fait une simulation de fiscalité et puis on compare. Je connais peu de gens qui regrettent de s'être lancés dans l'IMO. Par contre, j'en connais beaucoup qui regrettent de pas s'être lancés. Plus je parle avec des investisseurs et en fait, ils investissent partout et partout ça se loue. T'as un truc en France qui est à la fois triste mais formidable pour les investisseurs IMO, c'est que t'as la crise du logement. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'investissement locatif a longtemps été le terrain de jeu favori des investisseurs immobiliers, mais ces derniers mois, le contexte a bien changé. Hausse des taux, baisse de la demande, fatigue des propriétaires. Certains commencent à douter de la pertinence du modèle même. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Quels sont les vrais critères à suivre aujourd'hui pour investir intelligemment dans l'ancien et surtout comment mieux exploiter la donnée pour dénicher des biens rentables et éviter les pièges? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Thomas Cornu, investisseur immobilier, ingénieur en data et cofondateur de Libox, un outil tout en un pour analyser, comparer et optimiser ses projets immobiliers. Dans l'épisode du jour, prépare-toi à comprendre quels sont les vrais indicateurs à suivre, prix au mètre carré, loyer, démographie, taxes foncières, la différence entre rendement et rentabilité et pourquoi il faut arrêter de confondre les deux, comment adapter ta stratégie par rapport à ton profil et à ton parcours, comment éviter les faux bons plans et les pièges les plus fréquents du locatif. Un épisode très riche, très structuré et qui t'aide à voir clair dans la jungle de la data dans l'immobilier. Et si tu veux aller plus loin sur ce thème, abonne-toi au podcast et à la newsletter qui l'accompagne pour recevoir chaque semaine les meilleurs insights de nos invités. Allez, sur ce, on attaque notre conversation avec Thomas. C'est parti. Salut Thomas, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci beaucoup. Merci à toi d'être là. On va parler d'investissement locatif. Comme les gens le savent peut-être, tu es le CEO fondateur de Libox. Donc c'est de l'invest locatif. C'est intéressant, je pense, dans ce contexte aujourd'hui de parler ça parce que j'ai pas mal d'échos en ce moment de locatif c'est moins ça fait moins rêver qu'avant, les gens sont fatigués de faire de la gestion, etc. Donc ça serait intéressant aussi de parler de ça avec toi. Mais pour les gens qui te connaissent pas, comment tu te présenterais pour leur faire découvrir qui tu es? Bonne question, c'est de plus en plus compliqué parce que je fais pas mal de choses différentes, mais bon, je suis avant tout investisseur IMO, donc comme pas mal de gens qui nous écoutent, je pense. J'ai commencé par ça. De base, je suis ingénieur de formation dans tout ce qui est analyse de données. J'ai une spécialisation plutôt en finance, donc j'ai commencé à bosser là-dedans pendant pas mal d'années. En parallèle de ça, j'ai fait de l'immobilier. J'ai profité du fait d'avoir un bon salaire parisien pour pouvoir bien emprunter. Moi, je suis plutôt spécialisé dans l'immeuble de rapport avec travaux. C'est ça que j'aime bien, plutôt dans de la ville moyenne, donc plutôt avec des rendements assez élevés. Et il se trouve que en parallèle, en fait, je me suis mis à créer Libox en 2020, il y a 5 ans maintenant. Et en fait, ça, c'est venu un peu d'un besoin personnel. On pourra peut-être en reparler, mais comme pas mal d'investisseurs, on en avait marre de passer des heures sur tous les sites immobiliers et puis d'avoir des fichiers Excel qui devenaient des vraies usines à gaz. Et on s'est dit, tiens, est-ce que c'est pas possible de créer un petit outil avec mon associé? À la base, ça devait être un petit truc rapide pour nous faire gagner du temps et pour nous économiser un peu toutes les tâches hyper chronophages. Et donc, du coup, on a commencé comme ça. Après, il se trouve que ça a grossi jusqu'à ce que ça devienne mon activité principale. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que Libox, c'est notre activité principale avec mon associé et qu'on fait ça et de l'IMO. Ok, t'as quitté ton job toi du coup il y a 3 ans quoi, ou 2 ans? Ouais, 2022, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Quand tu dis analyse donnée dans la finance, tu faisais quoi concrètement en fait? Alors du coup, je bossais un peu sur les crédits IMO et typiquement, tu vois, les premiers trucs que je faisais, c'était d'essayer d'analyser en fait les remboursements anticipés et les renégociations qui vont être faits sur les crédits IMO. Moi, j'étais dans une entité de la banque qui s'appelle l'ALM pour Asset Liability Management. Et ça, en fait, c'est une entité de la banque qui gère la trésorerie bancaire. On aime bien dire que c'est la banque de la banque. Donc, en fait, quand tu fais un crédit IMO, ton conseiller il va demander de l'argent à l'ALM. Et quand tu fais un dépôt, ton conseiller va demander de l'argent, il va le déposer, pardon, à l'ALM. Et nous, notre métier, c'est d'optimiser ça, donc de le placer sur les marchés financiers pour avoir les meilleurs retours.
Mais tu as aussi une notion de liquidité qui est que si les personnes ont envie de venir retirer leur argent, il faut que tu aies l'argent de disponible dans les caisses. Donc, tu peux pas tout investir sur 20 ans. Il faut que tu aies des choses à plus ou moins court terme. Et moi, je faisais des modèles justement un peu de statistiques et de machine learning pour essayer de prédire à quel point les gens allaient faire des remboursements anticipés sur leur crédit immobilier. Parce que ça a un impact sur la liquidité que tu reçois. Du coup, tu as plus de cash qui revient que ce qui était prévu au contrat. Et tu essaies de prévoir aussi les renégociations parce que du coup, tu sais que tu vas avoir le taux moyen de ton portefeuille de crédit immobilier qui va baisser. Et du coup, ça te détériore ta performance. Et du coup, tu te sers de ça pour savoir si tu vas pas aller placer sur d'autres actifs derrière. Donc voilà un peu concrètement ce que je faisais. Puis après, j'ai bossé sur d'autres trucs, toujours très orienté immobilier aussi, c'est ça qui était marrant. Mais on faisait des algorithmes aussi d'optimisation des taux de crédit immobilier en fonction des profils clients. C'est des trucs assez sympas aussi. Donc voilà, moi c'est ma formation, j'ai en data, en IA. Donc on travaillait pas mal là-dessus et dans le domaine de la finance. Quand tu étais justement chez LALM, c'est quoi le risque principal du coup, enfin les règles du jeu, le but du jeu plutôt? J'ai l'impression que contrairement à là, tu étais dans les crédits immobiliers, donc il pouvait pas y avoir vraiment un risque de prédire des retraits de massifs de cash sur un punk run, tu vois, des paniques des déposants, parce que là on est sur le crédit immo, donc les gens peuvent pas retirer leur crédit comme ça, enfin leur argent comme ça. Le risque, je comprends dans cette division, c'était plus justement d'avoir trop d'actifs liquides qui sont pas placés, quoi. Ouais. Alors là, je te parle des crédits immo parce que c'est là-dessus que j'ai le plus bossé, mais j'ai aussi bossé sur des modèles de retrait des dépôts où là, du coup, tu as un vrai risque de liquidité, comme on l'appelle, qui est le risque que les gens retirent trop vite. Donc, tu vois, le crédit immo, c'est quand même un produit où déjà, il y a énormément d'investissement en termes de montant et puis ça bouge beaucoup en fonction des taux. Alors qu'à la limite, les retraits sur les dépôts, bon, c'est quand même plus ou moins stable. À part si tu as un 2008 Lehman Brothers où tu as vraiment une grosse crise, globalement, les gens, il n'y a pas vraiment de période où ils retirent plus ou moins. Un petit peu, mais ça reste plus stable. Et donc, il y a vraiment les deux côtés, hein, la partie vraiment actif et puis la partie vraiment passif. Et donc, on étudiait les deux. Après, voilà, c'était une grosse équipe. Tout le monde ne travaille pas sur tous les produits. Mais moi, j'ai bossé à la fois sur Crédit Immo, j'ai bossé sur les dépôts aussi. Ouais. Ok. Et ça t'a informé, enfin, ça a changé ta perspective sur la possibilité, justement, puisque tu étais dans les études statistiques, de voir le risque pour nous déposants ou épargnants de pas pouvoir récupérer son argent. Aujourd'hui, par exemple, en France, est-ce qu'il y a des Ouais, le scénarios risque, catastrophes? Ouais. honnêtement, il est limité. Hein. Je Ok. pense qu'il y en a beaucoup qui font des scénarios catastrophes. C'est assez limité. Il y a quand même des contraintes réglementaires aujourd'hui qui sont très violentes. Donc, dès que l'argent prête de la banque, tu es obligé d'avoir des fonds propres qui sont assez élevés et qui permettent justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau 2008. Avant 2008, c'était un peu le Far West. Depuis qu'il y a eu ça, franchement, la réglementation a quand même bien évolué. Et aujourd'hui, le risque pour les épargnants est quand même assez limité. En plus, moi, j'étais chez BNP, donc qui est la seule banque systémique. Donc, je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais une banque systémique, ça veut dire que c'est une banque, si elle fait faillite, l'État se porte caution. C'est la seule banque en France, tu vois. Donc, en réalité, BNP, si BNP fait faillite, c'est-à-dire que l'État français fait faillite, et puis même les autres banques, en réalité, il y a quand même du boulot avant que ça fasse faillite et avant qu'on ne puisse pas récupérer notre cash. Ok, donc on a tué ce. Ouais, selon moi, il n'y a pas trop de risques. Ouais. Puis je pense que on aura d'autres problèmes si jamais ça arrive. Tu vois, ça, c'est vraiment le cas extrême. Donc, s'il y a des gens qui splitent leur compte, même là, qui mettent 100 000 euros un peu de partout, bon, je pense que c'est pas forcément utile. Et est-ce qu'il y a d'autres peut-être insights que tu as recueillis de cette activité? Donc salarié, mais dans le département de crédit IMO, que peut-être les gens ne savent pas, ou des choses que tu as appris et qui sont intéressantes pour les gens qui ont des crédits IMO, tu vois, qui c'est peut-être des choses qui sont pas forcément trop connues ou qui sont utiles. Déjà, les taux de crédit IMO, tu vois que ça dépend quand même vachement du revenu. Tu vois que ça dépend vachement aussi de tout se négocie. Hein. Tu te rends compte en fait quand tu es en interne que tout se négocie vraiment. Il y a eu des périodes, c'était justement en mars 2022 où les taux ont commencé à augmenter, où j'étais sur la fin de mon poste du coup, où ça prêtait du coup beaucoup moins. Tu sais, tu avais des problèmes de taux d'usure à l'époque, où en fait les taux d'usure ne montaient pas assez vite par rapport à la montée des taux. Ils ont d'ailleurs refait le calcul du taux d'usure parce que normalement c'était une moyenne sur 3 mois et là ils ont fait une moyenne sur 1 mois pour que le taux d'usure puisse monter plus vite. Pour rappel, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel la banque a le droit de prêter. C'est un taux qui est réglementaire, qui est fait pour protéger en fait l'investisseur ou
plutôt l'acheteur immobilier qui est pas forcément investisseur, ça peut être de l'ARP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ce taux il monte pas assez vite, quand les taux immobiliers montent très vite, la banque ne peut plus prêter parce que elle achète de l'argent entre guillemets. Je dis souvent acheter et vendre de l'argent, mais ça veut dire emprunter et prêter. Elle achète de l'argent à des taux qui augmentent et elle peut plus le revendre à des taux qui augmentent parce qu'elle est bloquée par ce taux d'usure. Et donc, tu vois que dans ces cas-là, ceux à qui on continue de prêter, même à marge négative, nous, on avait un peu des directives. Voilà, c'est les gens qui ont de l'argent, les fils d'entrepreneurs, la banque privée, etc. Et tu vois que tout se négocie. La banque, beaucoup de personnes la voient presque comme une espèce d'institution. C'est l'État. Quand le banquier nous dit quelque chose, on peut pas aller contre. En réalité, un banquier, c'est un commerçant comme un autre et tout se négocie, quoi. Ouais, non, c'est super intéressant. C'est vrai que ouais, on le voit assez, comme tu dis, comme un monolithe institutionnel, genre la banque, qu'est-ce elle prête ou pas en ce moment? C'est souvent C'est ces ça. commentaires de marché, ouais. Et des fois, tu te dis en plus, si cette banque ne m'a pas prêté, les autres ne vont pas me prêter non plus. Comme si en fait c'était une seule et même institution, alors que chaque banque est un commerçant différent. Et des fois même, ça dépend des banques, mais chaque agence est un commerçant différent avec qui tu peux renégocier, avoir des conditions qui sont pas les mêmes, avoir ou non ton prêt. Donc ouais, non, franchement, faut pas hésiter à les considérer comme ils sont, c'est-à-dire des commerçants, comme je dis, des personnes avec qui tout se négocie, avec qui tu t'arranges, avec qui il y a un feeling et avec qui rien n'est fixe, rien n'est inscrit dans le marbre, tu vois. Ouais. Ce qui est assez aussi, je pense, enfin, je le vois du côté positif, assez encourageant parce que sur le marché IMO, contrairement à d'autres marchés peut-être régulés ou autres, c'est des marchés justement où les acteurs, les partenaires, enfin, il y a le plus d'opportunités qui peuvent se créer justement en jouant sur le relationnel. Tu sais ce que tu parles du banquier, il y a l'agent IMO, c'est pareil. Tu vois là, et donc en fait, ça laisse vraiment beaucoup l'espace à l'esprit entrepreneurial, je trouve, par rapport à d'autres secteurs d'investissement qui existent. C'est sûr, ouais. Il y a beaucoup d'investisseurs IMO qui deviennent entrepreneurs, soit qui deviennent marchands, ou du coup, tu as quand même beaucoup plus ce côté entrepreneur, soit qui montent des boîtes. C'est vrai que t'es un peu à la croisée des chemins, t'es un peu au milieu entre un truc salarié, un truc un peu plus entrepreneur. T'as pas une vraie boîte, mais t'as un peu les mêmes logiques quand même quand tu fais de l'investissement IMO, quoi. Ouais. Tu nous parles un petit peu de alors l'e-box, ce que tu as créé depuis 2020, qu'est-ce que c'est en fait? Et pour donner un peu une perspective enfin de ton point de vue aussi du marché grâce à ce que tu as fait avec l'e-box. Ouais. Dans les grandes lignes, donc tu vois, je te disais, l'e-box, on a créé ça en 2020. Ça a commencé à Noël 2019 exactement, parce que mon associé, c'est aussi mon frère, avant tout, avant d'être mon associé d'ailleurs. Et il se trouve qu'à Noël 2019, on était là à se dire, bon, on avait déjà fait des achats et on se disait que c'était vachement long et pas hyper marrant de passer des heures sur tous les sites. Donc, on a commencé au tout début par faire une extension navigateur sur Chrome et ça rajoutait des infos sous les annonces. Ça, c'était vraiment la V0 de l'e-box. Et c'était déjà très bien parce que ça faisait des premiers calculs de rendement, ça donnait la population, par exemple, de la ville en question, qui est déjà un des critères, tu vois, un peu de base quand tu analyses une annonce. Parce que moi, tu vois, par exemple, j'étais sur Paris, donc je cherchais dans un rayon assez large autour, et forcément, tu connais pas toutes les villes. Et des fois, tu as des annonces qui paraissent hyper bien, et tu vois que c'est dans un village de 200 habitants, donc tu te dis, en fait, si j'avais su, j'aurais peut-être pas perdu 5 minutes à analyser mon annonce. Et ça, fois 10, fois 20, fois 100, en fait, ça te fait perdre des heures à la fin. Donc, ça commence par ça, cette extension qu'on met du coup sur Chrome pour pouvoir l'utiliser nous-mêmes. Et il se trouve que ça a eu plein de téléchargements un peu naturels. Des gens qui ont commencé du coup à nous envoyer des mails pour nous poser des questions, pour qu'on fasse des nouveautés et tout. Et on s'est dit, ah mais oui, en fait, tout le monde a le même souci et tout le monde rencontre les mêmes problèmes dans la partie recherche, analyse, tu vois. Et du coup, on s'est dit, le rêve qu'on avait, mais qui est quand même beaucoup plus compliqué à faire, c'était de dire, ce serait bien qu'il y ait quand même un seul site sur lequel on puisse tout faire. Et du coup, vu qu'il y a eu pas mal de choses, on a commencé à développer ça. En plus, il y a eu le Covid entre les deux, tu vois, mars 2020. Donc, ça nous laissait pas mal de temps. On s'est dit, tiens, on va essayer de monter un site où l'idée, ce serait d'avoir absolument tout, toutes les annonces du web au même endroit, toutes les données immobilières au même endroit, et toute la partie aussi rendement, cash flow, fiscalité au même endroit. En gros, tout ce qu'on utilise, les sites immobiliers sur lesquels on va, que ce soit des sites d'annonces, que ce soit des sites de données, tous les fichiers Excel qu'on utilise, on remet tout au même endroit. On a même mis le dossier bancaire pour avoir vraiment toute la chaîne en fait je commence à chercher, je trouve des annonces, je les analyse, je fais mes calculs de rendement, de fiscalité et je fais mon dossier bancaire à la fin.
Donc c'est un peu ça l'idée d'e-box, c'est l'application un peu tout en un pour trouver des biens rentables et pour gérer en fait toute sa partie recherche et analyse. Parce que c'est vrai qu'il y avait à l'époque, je crois qu'il y avait Horis.io, ex Rendement Locatif, qui faisait un truc pareil un petit peu, mais qui faisait que une ou deux des modules. Toi, t'as vraiment décidé de faire l'ensemble du parcours, quoi. Ouais, je les utilisais à l'époque, moi, pour les premiers invests. Donc, quand c'était rendement locatif, sur la partie calcul, c'était bien. Mais ils ont jamais fait la partie recherche, qui est quand même la partie, sur laquelle on passe le plus de temps, quoi. Je pense, ceux qui nous écoutent, le savent, on passe des heures et des heures sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tous ces sites. Et c'est ça, quand même, qui fait, la plus grosse différence, selon moi. Alors, dans cette recherche et dans le parcours que fait un investisseur locatif pour rechercher, effectivement, il y a pas mal de données. Il y a aussi, enfin, là, tu décris un peu ce que tu as monté avec l'e-box, mais en parallèle, j'ai l'impression qu'il y a aussi un accès beaucoup plus important aux informations publiques. Tu vois, par exemple, les achats et ventes réels avec le site DVF, Patrim, même, enfin, enfin, là, c'est plus sur le marchand, mais Géofoncier, enfin, des sites liés à l'immobilier qui donnent beaucoup plus d'informations, de transparence à l'utilisateur, bien que éparpillé un petit peu partout, quoi. Comment est-ce que toi tu as vu cette transformation de l'information et même aussi, enfin là plus récemment avec le site que j'ai oublié, Avec Papers? avec Papers Immo, Ouais, exactement. Papers Immobilier, ouais. Donc là, enfin, on a l'impression qu'il y a plus d'informations. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est tout le temps fiable cette information et est-ce qu'on peut l'utiliser d'une façon, enfin, centralisée, efficiente? Ouais, bah c'est tout le problème en fait, c'est qu'au bout d'un moment, trop de données, tu l'as donné. Donc moi à l'époque, comme tous les investisseurs, j'allais sur tous ces sites-là. Il y a l'internaute ville aussi qui est très bien, et puis tu allais ensuite sur Géoportail, et puis tu allais ensuite sur Immobilier Notaire parce qu'ils ont des données sur les prix, tu allais sur la Cotimo, etc. Et du coup, c'est vrai que tu as pas mal de sites différents. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, bon, bah, on va sélectionner uniquement les données qui sont intéressantes pour les investisseurs immobiliers. Parce que tu vois, par exemple, Géoportail ou peut-être Géoclip, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en fait, t'as vraiment tout, quoi. Et si tu sais pas utiliser le truc, ça peut être vite difficile de s'y retrouver. Et du coup, bah, nous, on s'est dit, OK, on va faire ce travail de sélection. Donc, on va mettre toutes les infos utiles et uniquement les infos utiles directement dans l'application Livox. Et nous, les sources de données qu'on utilise, ça va être principalement l'INSEE parce que c'est quand même la source principale, quoi. Donc, globalement, toutes les données qui viennent du gouvernement, ça va t'aider sur toute la partie sociodémographie, donc tout ce qui est population, étudiants, chômage, les commerces, les musées, les universités, les écoles, etc. Et ensuite, pour ce qui est la partie prix, là, on se base sur les données des notaires. Alors là, il y a souvent débat parce que donc on utilise la base DVF qui est mise à jour tous les 6 mois. Donc, tu as toujours entre 1 et 6 mois de décalage. Et il y en a beaucoup qui disent du coup, c'est pas réactif, ce qui est vrai, mais c'est aussi la seule source fiable parce que quand on se base sur les données des agences, il y a forcément un biais, ça représente pas toutes les ventes. Des fois, tu peux avoir des choses qui changent aussi entre-temps. Donc nous, on a fait ce choix-là de ne prendre que de la donnée plutôt fiable et officielle, avec l'inconvénient que tu vas avoir 3 à 6 mois de décalage sur la partie prix immobilier. Est-ce qu'on peut justement sur ces deux éléments-là, les données statistiques, économiques et sociologiques, enfin socio-économiques quoi, et puis de l'autre côté la partie justement plus des achats-ventes, des transactions réelles, faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qui est donc fiable, mais peut-être avec un délai. Donc tu parlais de l'INSEE pour les données statistiques et ou DVF pour les transactions. Mais est-ce que tu parlais des agents IMO qui publient des données? Quel est sous quel portail on peut avoir peut-être ces indicateurs premiers un peu plus récents mais moins fiables pour avoir une idée Je en fait sais que ouais. ouais, je vois, tu vois, les sites qu'on utilise assez souvent comme Meilleur Agent et la Cotimo, qui sont les 2 plus gros, eux, ils font un mix entre les données officielles notaires et les données qui sont remontées par les agences partenaires avec lesquelles ils bossent. Et après, de l'autre côté, tu as aussi le site Immobilier Notaire qui fait des analyses et qui, eux, utilisent que leur vente à eux. Mais c'est aussi pour ça que, tu vois, là, tu as 3 sources, 3 très grosses boîtes. Si tu vas chercher les prix immobiliers dans une ville au hasard, dans ces 3 sites, tu n'auras pas les mêmes chiffres.
parce que chacun a sa source de données. Et puis après, c'est toujours pareil, la donnée, en fait, elle est jamais propre. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier de nettoyer de la donnée, parce que en fait, tu as toujours des erreurs, tu as toujours des ventes où il va manquer une superficie ou alors c'est mal renseigné, etc. Et donc, chacun a son processus de traitement et de nettoyage des données, ce qui fait qu'à la fin, c'est pas exactement les mêmes chiffres. Donc après, la vraie difficulté, tu me dis laquelle est la plus fiable. On le sait pas trop en fait, tu vois. Tu prends une ville et tu prends par exemple les prix affichés sur la Cotimo, sur Meilleur Agent, sur Immonotaire et sur iBox. Tu vas choper 4 prix différents. Les 4 sont plus ou moins fiables parce que c'est 4 boîtes qui font très bien leur boulot, mais pourtant c'est pas les mêmes. Et savoir lequel est le vrai, en fait, tu peux pas vraiment le savoir, tu vois, parce que cette réalité-là, personne ne la connaît vraiment. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu difficile aussi. Est-ce que ces boîtes-là, elles communiquent quand même sur leur méthodologie de recueil d'infos? C'est assez difficile, hein. Franchement, tu vois, moi, j'ai quelques infos comme ça que j'ai vues dans des articles, mais à part te dire qu'ils utilisent à la fois les ventes officielles et les ventes des agences IMO, j'ai pas vu beaucoup plus d'infos là-dessus. Donc, Parce qu'une transaction, a priori, il y a quand même un caractère officiel puisqu'elle passe de toute façon par le notaire. ouais. Et donc, c'est vrai que tu te dis, dans un pays comme ça où en fait tout est quand même très normalisé, avec cet intermédiaire qui est obligatoire, indispensable, il devrait y avoir possibilité d'avoir quand même une convergence dans les données, tu vois. Parce que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait excuse-moi, qu'il puisse y avoir des données qui viennent des agents et qui soient pas chez les notaires, quoi. Tu vois. En fait, les données, alors c'est pas forcément qu'elles sont pas chez les notaires, les données des agences finissent chez les notaires si la vente se fait. Je crois aussi que tu peux avoir des ventes que les agences communiquent mais qui vont pas forcément au bout. Typiquement, compromis signé, la data est envoyée et en fait la vente ne se fait pas. Donc ça peut être des trucs qui se passent. Et puis en fait, c'est surtout que tu peux avoir un biais statistique parce que une agence n'a pas forcément un panel de biens qui est représentatif du marché. Donc peut-être que c'est une agence qui vend beaucoup de petites surfaces et qui du coup aura pas forcément d'infos sur les grandes. Et en fait, tu peux ne pas réussir à avoir un panel représentatif pour toutes les typologies de marché. Alors si tu fais de l'analyse après qui est précise où tu dis voici le prix au mètre carré des T2, voici le prix au mètre carré des T3, des T4, etc. Ça marche à peu près. Mais si tu essayes de faire un prix au mètre carré global dans ta ville, en fait, il faut que tu arrives à avoir quelque chose qui est représentatif en termes de proportion pour pas surpondérer soit les petites surfaces, soit les grandes, soit les meilleurs quartiers, soit les quartiers les plus populaires, etc. C'est surtout ça aussi le problème qui peut arriver. Ouais. Si on revient sur les données donc socio-économiques, toi tu dis c'est l'INSEE en particulier que tu utilises. Quelles sont les données qui sont pertinentes quand tu investis en IMO dans une zone, quand tu cherches déjà la zone où tu vas rechercher, quoi? Tu vas avoir prix au mètre carré population. C'est vraiment les 2 premiers trucs que je vais regarder. Après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ville parce qu'en fait, tu as plusieurs stratégies d'investissement. Tu as des personnes qui vont faire d'investissement plutôt de rendement, donc plutôt petites et moyennes villes avec des nombres d'habitants qui vont aller de quelques milliers jusqu'à 30, 40, 50 000. Des prix au mètre carré qui sont plutôt en dessous de 2 000 € du mètre. Ça, c'est plutôt au rendement. Et puis, tu as des recherches plutôt patrimoniales où là, tu as des villes qui sont plus chères. Donc, dans les 2 cas, tu utilises les mêmes indicateurs, mais après, il faut pas se dire que il faut forcément aller dans des petites ou dans des grandes villes. Ça dépend vachement de la stratégie. Les 2 ont les avantages et les inconvénients. Ça va être les premiers trucs qu'on va regarder. Population, j'aime bien aussi regarder la croissance de la population. Est-ce que la démographie, elle est en baisse, elle est stable ou elle est en hausse? Sachant que la démographie nationale est plutôt en hausse. Donc, j'aime bien avoir des villes qui sont à minima stables. Le problème dans les villes qui ont des démographies qui sont en baisse, donc qui perdent des habitants tous les ans, c'est que en fait, tu as une offre de logement qui existe à un instant T, qui est suffisante pour loger tout le monde. Et au fur et à mesure que les gens partent, tu vas avoir les logements qui vont rester. Et donc, tu vas avoir plus d'offres que de demandes. Et tu peux avoir à un moment un problème de tension locative. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire gaffe, à la fois de tension locative et à la fois de tension à la revente. Si tu achètes ton bien et que tu le revends dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, la ville aura perdu 10-15% de sa population. Et du coup, ça peut être plus compliqué de trouver un acheteur. Là, il y a des délais dans ces données-là, dans les données de population. Ouais, c'est le problème, c'est que, alors je sais pas comment ils se débrouillent à l'INSEE, mais ils ont 3 ans de retard. Tu vois, là, aujourd'hui, on est début 2025. La dernière donnée qu'on a, c'est au 31 décembre 2021 de population. Le recensement, je sais pas comment ils se débrouillent, mais il y a 3 ans de décalage, ouais.
Comment tu arrives à baser une stratégie viable sur ça, quoi, sur un 3 ans de Bah, boîte noire, quoi? après ça dépend, sur les prix de l'IMO, si je t'avais dit sur les prix de l'IMO, il y a 3 ans d'écart, c'est pas faisable. Par contre sur la population, voilà, c'est toujours pareil, c'est pas un truc qui bouge énormément. Donc des villes qui se vident ou qui se remplissent, en 1 an ou 2 ans, ça n'arrive pas. Donc en fait, même si tu as un décalage, concrètement, tu vas dans une ville, tu vois qu'elle a, 31 000 habitants. Si en réalité le chiffre c'était, 32 500 parce que, bah, en 3 ans elle a pris, est-ce que ça aurait changé grand-chose à ta stratégie? Je pense pas, tu vois? Donc en fait, le retard sur la donnée, il dépend toujours de à quel point cette donnée est variable dans le temps ou pas. Pour le cas de la population, ça reste un truc quand même relativement stable. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir, bah, le nombre d'habitants, voilà, à peu près actuel et puis un petit peu l'évolution. Nous, on a de la donnée depuis la fin des années 90, donc ça te permet d'avoir une bonne tendance quand même et en général, ça suffit largement là-dessus, tu vois? Passer le prix au mètre carré, les habitants, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité ensuite derrière? Ou qu'est-ce que les utilisateurs regardent en priorité? On regarde pas mal la rentabilité moyenne de la ville, ou plutôt le rendement moyen de la ville, pas la rentabilité. Parce qu'en fait, tu as des villes, ça c'est assez dur à expliquer, mais où tu as des prix au mètre carré qui sont assez bas et tu as quand même des loyers qui sont pas hauts, mais qui sont pas bas non plus. Et donc, tu as des coins comme ça où en fait, bah, tu vas acheter vraiment pas cher et tu vas quand même louer facilement des T2 à 400, 500 euros, tu vois, ce sont des prix quand même qui sont corrects dans des moyennes villes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc soit tu regardes le loyer au mètre carré et tu le compares toi-même, à la main avec le prix au mètre carré, soit, nous, on affiche directement le rendement moyen où on fait déjà le calcul, en fait. Donc ça permet de voir déjà si tu es dans une ville qui, en moyenne est sur un rendement à, 7-8, bah, tu te dis que c'est déjà pas mal, quoi. Parce que ça, toujours pareil, c'est un rendement moyen. Donc si toi, tu te débrouilles bien, que tu achètes un truc avec travaux, que tu négocies un peu, c'est ce genre de ville où tu vas peut-être pouvoir approcher le 10 de rendement brut. Donc ça, tu vois, c'est un truc qu'on regarde bien aussi. Tu as souvent un indicateur, je fais attention avec celui-là, c'est celui de la tension locative. J'en ai parlé un petit peu là pour les villes en décroissance. Moi, j'ai tendance à ne pas trop, me prendre la tête avec la tension locative parce que en réalité, il y a de la tension locative partout en France, quoi. C'est vrai que quand tu regardes, moi, plus je parle avec des investisseurs et en fait, ils investissent, partout et partout ça se loue. Tu as un truc en France, qui est à la fois, triste mais formidable pour les investisseurs IMO, c'est que, bah, tu as la crise du logement et en fait, n'importe où, tu as de la demande et faut pas oublier aussi que l'immobilier, c'est un business où tu as qu'un seul truc à vendre, quoi. Tu as juste un seul appartement, tu vois? Tu as pas de stock. Tu es pas en train de vendre des t-shirts ou bah, si tu as 1000 t-shirts, il te faut 1000 clients. Là, il t'en faut qu'un seul et en réalité, bah, tu as pas besoin non plus d'une tension locative énorme pour trouver, une personne, on va dire tous les 2-3 ans, tu vois? Et donc cette tension locative, je fais gaffe. Moi, je vois même des gens qui investissent vraiment dans des villages, des fois de 1000 habitants, voire moins et ça se loue très bien, tu vois? Moi, je dis souvent, il y a pas de problème de tension locative, il y a juste un problème de prix et de qualité. Tu as des gens qui essaient de louer trop cher. Bon, bah, dans ce cas-là, tu vas vraiment passer en dernier dans l'ordre de sélection des locataires ou alors tu essaies de louer un truc qui est vraiment pas quali. Mais si tu as un truc qui est rénové et qui vaut bon prix, bah, c'est toi qui passes en premier et puis en général, il y a moins de concurrence dans les petites villes aussi donc cette tension locative, moi, j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça et pourtant, c'est un des trucs qui fait le plus peur aux investisseurs, le risque de pas louer. Mais pour moi, il est très, très faible ce risque. Comment est-ce que tu le mesures? Je pense notamment, par exemple, tu as une stratégie de coloc, et moi, ça a été le cas il y a quelques années, tu vois, sur Amiens notamment, mais tu as une ville comme ça qui s'ouvre à la coloc. En ce moment, on entend pas mal parler, Le Havre, Troyes, Ouais. etc. Euh, et bon, bah évidemment, tu vois, t'y vas, mais il y a beaucoup de gens qui y vont aussi sur cette même stratégie, donc temporairement, il peut y avoir une tension qui va se détendre largement. Euh, Comment toi tu l'évalues, tu vois? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'être dans une zone où finalement, enfin tu dis que c'est un problème de prix, oui, au final, si tu veux louer trop cher par rapport à ce que Alors même le si la marché, ouais, coloc, mais c'est un cas particulier quand même, c'est vrai que je parlais ouais, plutôt là de manière générale sur de la longue d'accord, durée. ouais. La coloc, c'est vrai que c'est quand même un marché de niche, donc il y a beaucoup moins de personnes. C'est plus particulier. Donc ce que je viens de dire s'applique un peu moins à la coloc. Et après, moi je trouve le seul test qui est vraiment le plus fiable, c'est la fausse annonce, hein. Donc après, le problème, c'est que tu peux pas faire des fausses annonces dans 40 000 villes en France. Au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Mais si vraiment tu as une ville où tu sens qu'il y a du potentiel et où tu sens que tu vas pouvoir acheter des choses intéressantes, la fausse annonce et puis tu vois le nombre de demandes que tu as. Moi, en général, quand je faisais ça, je demandais toujours à ce qu'ils m'envoient une description de leur situation
avec voilà le nombre de personnes, les revenus, la situation professionnelle. Et si j'avais 5 à 10 bons dossiers du coup dans la semaine, pour moi c'était largement suffisant. Je considérais que la demande était assez élevée. Tu n'utilises pas d'outils comme Tensiomètre? Il y avait cet outil-là qui était Si, disponible à un moment donné, ouais. ouais, si, je l'utilise et d'ailleurs on l'a dans l'e-box aussi. On l'intègre directement. Il est pas disponible dans toutes les villes, c'est ça le problème. Et sur cette partie colocation, il me semble qu'ils ont pas de données non plus. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des données, des sources de données qui sont plus qualitatives que anecdotiques que finalement statistiques et qui sont quand même bien utiles quand tu vas chercher un bien? Ou plus dans l'ordre du qualitatif plutôt que du quantitatif, tu vois? Ah, bah, après c'est toujours bien de se rendre sur place. Ça c'est dur au début, mais c'est vrai que à force de visiter, tu arrives dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier et tu arrives un peu à sentir, l'ambiance, à voir, est-ce que ça vit? Est-ce qu'il y a des commerces? Tu regardes les gens et tu vois quel, type de population est ici aussi. Est-ce que c'est plutôt bobo? Est-ce que c'est plutôt populaire? Est-ce que c'est plutôt ça va t'aider, à la fois à savoir ce que tu vas acheter, je pense encore plus en tant que marchand parce que tu dois savoir à qui tu revends, donc à qui tu vas louer derrière. Ça va t'aider là-dessus, ça va t'aider un peu dans ton style de réno. Donc, pour moi, c'est ça la partie un peu, qualitative, c'est la partie, terrain. Après, tout ce que tu vas faire à distance, c'est surtout de la partie quanti parce que, la partie quali, c'est dur ou alors tu peux te rendre sur, Google Maps et puis, visiter la ville aussi, avec le petit bonhomme, de Street Map. Mais sinon, ça reste beaucoup de quantitatif quand même quand tu es derrière ton ordi et quand tu es sur place, c'est là où tu te rends compte un peu plus de la donnée qualitative, ce que tu peux ressentir un petit peu en étant dans la zone, où tu vas acheter. Est-ce que tu vas aussi, est-ce que tu anticipes parfois aussi de le développement de certaines villes et à ce moment-là, est-ce que tu vas te plugger plus à tout ce qui est un peu service public, news, nouveaux développements en devenir, etc. Ça, on le fait pas encore, non. Ouais. Ça, ce qui est assez difficile, c'est d'avoir une donnée, un peu propre et nationale. Hmm. Donc, là, tu vois, faudrait qu'on aille un peu dans tous les urbanismes de toutes les villes. En général, c'est des, rapports PDF, qui sortent un peu comme ça, tu vois? C'est pas vraiment structuré. Ouais. Et nous, vu que, enfin, il y a quand même 35 000 communes à peu près en France. Et donc, si tu dois faire 35 000 services d'urbanisme régulièrement et puis te taper tous les PDF, c'est compliqué. Donc, pour le moment, ça, on le fait pas, non. C'est vrai Ok. qu'on est sur de la donnée, on va dire, actuelle, factuelle, mais on n'est pas encore trop dans l'anticipation. On fait pas non plus de prévision de prix IMO, tu vois, parce que ça, je trouve que c'est très, très difficile. Pourtant, j'ai bossé un peu là-dedans et nous, on s'amusait à essayer de faire des petits modèles pour faire ça. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit parce que ça dépend de énormément de facteurs. Et ces facteurs-là, on n'a pas forcément de données pour les représenter. Et donc, nous, on affiche des historiques de prix. Et puis ensuite, il faut que chacun mette la petite touche un peu quali, justement, avec les projets de développement, les infos d'urbanisme, les infos de la mairie, etc., pour essayer de voir si un quartier va prendre. Mais juste de manière quanti, c'est assez difficile de prédire les prix d'IMO précisément et pour chaque ville. Ok. Donc si j'entends bien ce que tu dis, en fait, finalement, vous vraiment le levier pour les investisseurs que vous mettez à disposition, c'est vraiment ce gap entre loyer au mètre carré, prix d'achat au mètre carré, et puis après recouper avec plein d'autres données qui sont parfois quali, parfois quanti, mais c'est ça le gros levier qui va permettre de faire le rendement et d'avoir le rendement que tu veux, quoi. Ouais, c'est le plus important, ouais. De toute façon, un investisseur, il fait un bon achat quand il achète bien, justement. Donc, après, comme je disais, le prix au mètre carré, si tu vas dans une ville qui coûte 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dans tous ces cas-là, tu peux faire des bonnes affaires immobilières. C'est juste que la stratégie sera pas la même. Donc, c'est juste qu'en fait, il faut que ce prix au mètre carré soit cohérent. Nous, des fois, on a des investisseurs qui disent je veux 10% de rendement. C'est un peu le truc classique de pas mal d'investisseurs. Et ils nous disent bah, j'habite à Nice. Bah, malheureusement, Nice, bon, tu peux faire du Airbnb, mais enlevons ça. Tu pourras pas avoir 10% de rendement en classique à Nice. Ou alors vraiment, tu as fait un coup de fusil, tu as trouvé vraiment l'affaire de l'année. Mais globalement, c'est une stratégie qui correspond pas au secteur. Donc en fait, ces données-là, elles permettent surtout de voir si tu es aligné entre ce que tu veux et ce que tu es capable d'avoir là où tu habites. Et là, on n'est pas tous égaux.
Et est-ce qu'il y a, tu sais, il y a aussi le mythe de l'immeuble de rapport, justement, c'est ta spécialité, l'immeuble de rapport à Saint-Étienne. On entend souvent ça, genre, bah oui, tu vas pas payer cher, mais tu vas galérer. Est-ce que tu as des histoires un peu effrayantes comme ça qui sont vraiment réalisées ou finalement c'est plutôt un mythe? C'est marrant, mais j'étais en mastermind d'Immol il y a pas très longtemps et j'ai un ami du coup qui fait beaucoup d'immeubles de rapport à Saint-Étienne, qui s'appelle Chris. Si jamais il écoute ce podcast, je l'embrasse. Et lui, donc c'est un gros investisseur marchand aussi, qui a beaucoup d'immeubles à Saint-Étienne. On en parlait parce que moi en plus je suis lyonnais d'origine, donc acheter à Saint-Étienne, c'est un peu, c'est un petit peu la honte normalement. Tu vois, il y a quand même une petite concurrence Lyon-Saint-Étienne. Et en fait, Saint-Étienne, c'est une ville hyper particulière. Tout le monde veut y aller parce que ça coche un peu les deux cases qui rassurent les gens. C'est que c'est pas cher et que c'est une grande ville. Et les gens, en général, se disent, bah, si c'est une grande ville, c'est bon, c'est safe. Alors qu'en réalité, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est plus sécuritaire d'investir dans une ville moyenne de 30 000 habitants que d'investir à Saint-Étienne. Ça veut pas dire que Saint-Étienne, c'est mauvais. C'est juste qu'en fait, tu as vraiment des quartiers qui sont bons et d'autres qui le sont pas. Et là, faut connaître un petit peu le secteur. Parce que ça, Saint-Étienne, bah, c'est typiquement une ville qui est en démographie plutôt négative. Et donc, en fait, tu as des quartiers qui se vident un peu ou qui commencent à être un peu malfamés, d'autres qui restent attractifs parce que ça reste quand même une grande ville avec pas mal d'étudiants et quand même pas mal d'activités. Mais faut vraiment connaître Saint-Étienne. Ouais. Il y a encore des bons coups à faire, mais c'est pas si simple. Et la plupart des gens qui se disent ouais, l'immeuble à Saint-Étienne, ça va être facile. En réalité, c'est pas si facile. Ouais, tu le payes après sur la difficulté de louer, au prix où tu veux, C'est ça, ouais. facilement, quoi. Bah, quand ça se passe bien, ça va. J'ai quand même des amis qui eux, enfin plutôt des amis d'amis qui ont investi un peu en mode papa-maman à Saint-Étienne et qui se sont retrouvés pas dans les bons coins. Et là, avec bah, des personnes qui payaient pas ou alors avec des gros retards, des gros dégâts, tout ce qu'on a envie d'éviter, qui est quand même plutôt rare hein, quand tu regardes les chiffres justement là-dessus. Mais voilà, quand tu te dis ouais, j'achète un truc vraiment vraiment pas cher par rapport à Saint-Étienne, faut quand même double checker que t'es pas dans le mauvais quartier de la ville et que en fait tu vas pas tomber sur un mauvais locataire. Et il y a des zones à contrario, des zones qui intéressent pas encore les investisseurs et que tu trouves, pour autant intéressantes de ce point de vue, de ce gap justement qu'il pourrait y avoir statistiquement? Ouais, bah de manière générale, tout l'ouest de la France fonctionne assez bien, hein. Quand tu regardes un petit peu les chiffres, il y a pas mal de villes. Alors maintenant, ça commence à être presque trop tard, mais tu as eu par exemple tout ce qui est vers la Bretagne qui marchait bien. Tu as eu Angers qui a très bien marché. Tu as eu Le Havre aussi, donc plutôt dans de la grande ville. Ça, c'est des villes où quand tu achetais il y a 4-5 ans, bah, en fait, tu avais des prix qui étaient encore très bas, donc tu faisais du bon rendement et tu as eu des prix de l'IMO qui ont pas mal monté. Donc ça, c'est des villes où maintenant, du coup, c'est un peu cher. Mais de manière générale, quand tu regardes un peu l'évolution des prix au mètre carré en France, c'est quand même plutôt l'Ouest qui prend. Bon, t'as le Sud-Est aussi, hein, et puis les grandes villes, Lyon, etc. Mais la partie Ouest fonctionne bien. Et du coup, aller un petit peu en périphérie des grandes villes dans ces coins-là, souvent c'est pas mal. Souvent c'est pas mal. Encore une fois, ça dépend de la stratégie, mais si on est dans une stratégie plutôt de rendement, bah en fait c'est plus simple d'aller en périphérie de ces villes-là, d'avoir des prix au mètre carré qui sont faibles et donc des rendements qui sont importants. Et après, si les prix augmentent, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que normalement, c'est pas le but de cette stratégie-là. Mais ça peut être aussi sympa de se dire que j'ai un bien qui prend de la valeur et qui, sur 5-10 ans, a bien augmenté et que j'ai une petite plus-value le jour de la revente. Et là où les gens vont et qui, enfin, où peut-être les données, ouais, les régions que les gens, les investisseurs plébiscitent et qui sont pas folles d'après toi. Moi, je dirais les grandes villes quand même, hein. Hmm. Après, on verra si l'avenir me donne tort. Moi, ça fait, tu vois, quand j'ai commencé à bosser à Paris, c'était en 2017. J'ai toujours été un peu contre l'investissement à Paris, surtout en début de parcours, parce que ça te coûte très cher, ça te bloque dans ton parcours parce que tu es directement au maximum de ton taux d'endettement et du coup, tu peux plus vraiment réemprunter derrière. Si tu investis à Lyon et à Bordeaux, je pense que c'est un peu pareil. Et ça, c'est vraiment en plus les villes où tout le monde y va. À la fois ceux qui sont un peu formés, qui sont un peu dans le milieu de l'investissement, qui regardent des vidéos, des podcasts, etc. Et à la fois monsieur et madame tout le monde qui ne regardent que Capital, TF1 et je sais pas quel autre média très mainstream, tu vois. Et c'est marrant quand tu regardes t'as souvent des articles qui sortent, moi ça me fait rire à chaque fois, typiquement du Capital ou Figaro Immo, les 10 meilleures villes où investir, les 20 meilleures villes où investir.
bah, toutes les villes qui sortent là-dedans, typiquement, moi, c'est celle où faut pas aller, tu vois. C'est vraiment, pour moi, si tu le renommes, je pourrais prendre l'article, le renommer en les 10 villes où ne pas aller et je le publie sur iBox, tel quel, quoi. Parce que c'est vraiment les villes, en fait, bah, qui sont déjà, surpricées selon moi, dans lesquelles tout le monde va, où tu as des rendements locatifs qui sont extrêmement faibles et où tu as une plus-value qui est possible, mais qui est pas certaine non plus. Donc, en fait, voilà, pour moi, si vous voyez ce genre d'article, bah, c'est typiquement là où il faut pas aller. Sauf après, si tu fais du marchand, si tu fais de la coloc ou si tu fais des trucs un peu particuliers, hein, tu vois, je parle de manière générale, mais c'est un peu celle-là que je vais éviter, ouais. Parce que tu crois que les articles sont beaucoup basés sur l'œil dans le rétroviseur, quoi. Ce qui a monté, et du coup, ça attire l'œil, quoi. Ouais, ouais, beaucoup là-dessus. Et puis le but aussi, c'est de faire enfin pas de l'audimat, mais de faire de la lecture, quoi. Donc forcément, quand les villes que tu cites, c'est des grandes villes que les gens connaissent, eh ben ils vont plus facilement lire ton article. Alors que si tu dis ouais, allez tous investir à Tourcoing-les-Mains, qui est une ville que je viens d'inventer et que du coup personne ne connaît, bah en fait, je pense que l'article il a pas trop d'intérêt. Donc faut se dire aussi que le média, son objectif, c'est pas vraiment de te rendre riche en te donnant la petite pépite pour investir. C'est voilà, c'est de faire de la lecture pour ensuite balancer des pubs, etc. Bon, il y a deux trois datas qui sont sympas, hein. C'est bien d'avoir un œil là-dessus pour avoir une idée du marché global. Mais pour moi, c'est pas vraiment la bonne stratégie. En tout cas, encore une fois, en début de parcours, quand le but en général, c'est de créer un peu du patrimoine. Après, quand on a du cash et qu'on a envie de le placer, là, ça peut être une stratégie. Mais en tout cas, au début, pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Alors avec l'e-box, où tu accompagnes les investisseurs, comme tu le disais, de la recherche jusqu'à la gestion locative, j'ai l'impression, quand le bien est déjà en location. Ouais, jusqu'à l'achat. On fait pas de gestion locative, mais Jusqu'à jusqu'à l'achat, la ok. partie dossier bancaire, financement. Est-ce que tu suis aussi derrière les chiffres réalisés et de quelle manière elles se comparent avec les projections de rendement qu'ont les gens? Alors, je sais pas, je vais pas avoir le chiffre entre la projection qu'ils ont et ce qui est réalisé. Par contre, j'ai un chiffre, c'est le rendement moyen des projets achetés sur iBox. Donc, j'ai fait une petite analyse il y a pas très longtemps. Là, iBox, depuis la création, on a à peu près 3000 projets qui ont été achetés via l'application. Ça fait à peu près 750 millions d'euros qui ont été investis par nos clients. Et il y a un rendement moyen de 8,9% sur les projets. Ce qui est plutôt une bonne surprise parce que le rendement moyen en France, il est à 5,9. Donc, tu as 3% d'écart entre bah, les rendements moyens papa-maman et les rendements des clients e-box. Évidemment, là, il va falloir qu'on aille un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on appelle rendement, parce que c'est aussi un terme qui est énormément utilisé de plein de façons différentes, avec des interprétations qui sont justes, hein, pas forcément fausses non plus, mais par plusieurs voilà, interlocuteurs selon ce qu'on met dedans. Quelle est, toi, ta manière de calculer le rendement et quelle réalité elle reflète au final? Ouais, comme tu dis, il y a plein de façons de faire. Tu as plusieurs rendements, mais déjà le rendement brut, le plus classique, c'est toujours les revenus annuels hors charge, donc 12 fois le loyer, divisé par le coût du projet. Et le coût du projet, ça va être le prix d'achat, forcément, les travaux et les frais de notaire. Ça, c'est le minimum du minimum, ces trois éléments. Après, si on va être vraiment rigoureux, il faudra ajouter aussi les frais bancaires. Tu vois, qui sont pas des frais très élevés, mais normalement, tu mets bah, tout ce que t'a coûté le projet. Moi, je vois même des gens, ils mettent leurs frais de billets de train ou d'essence pour aller faire les visites, etc. Parce que, bah, effectivement, c'est les coûts qui sont relatifs à ton projet. Donc ça, rendement brut, c'est le plus facile à calculer et c'est ce qui te donne un peu une idée globale. C'est pas ce que tu vas toucher à la fin parce que tu auras des charges, de la fiscalité, etc. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça permet de facilement comparer des biens entre eux. Donc, c'est plutôt bien. Parce qu'après, tu as la deuxième étape qui est donc le rendement net. Là, du coup, c'est toujours le coût du projet qui va être en bas dans la division. Mais en haut, bah, tu vas prendre tes revenus, ton loyer hors charge, moins toutes les charges. Et ça va être de la taxe foncière, ça va être de l'assurance P&O, ça va être de la gestion locative, de la garantie loyer impayé, des frais de compta, etc. Et ça, c'est bien pour toi parce que c'est réaliste, mais c'est pas forcément bien pour comparer des projets, soit pour ta propre recherche, soit avec d'autres investisseurs, parce que bah tout le monde ne va pas forcément mettre de la gestion locative, tout le monde ne va pas forcément prendre une GLI, tout le monde ne va pas forcément avoir les mêmes tarifs sur la P&O, et du coup là, ça devient de moins en moins comparable. Donc ça, c'est plutôt un rendement que tu utilises pour toi, pour te dire ok, c'est quoi le vrai rendement que je vais avoir qui va être généré tous les ans sur mon investissement.
mais c'est moins facile de le comparer avec d'autres personnes. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un bon argument, c'est le fait de dire que comme une première approche pour rentrer plus en profondeur sur un marché, déjà, la chose que tu peux comparer peut-être plus rapidement, c'est ce rendement brut, quoi. Ouais, c'est ça, Euh, ouais. C'est ça, Parce c'est ça. qu'après, tu peux être j'imagine, tu vas dans une zone où bah, le rendement brut est légèrement supérieur à une autre zone, donc ça t'encourage. Et puis après, tu regardes le type de bien que tu peux avoir, bien en copropriété, grosse taxe foncière. Ouais. Et là, tu commences à te dire, ah, finalement, maintenant, si je compare les deux, non, c'est moins intéressant que je le pensais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y en a un qui est un peu entre deux, qui est un peu un truc maison que j'aime bien, c'est le rendement net de taxe foncière. Donc en fait, je prends un rendement net, mais je ne prends que la taxe foncière dans les charges. Je prends pas tout le reste. Parce que comme tu le dis, en fait, des fois, tu as des villes qui ont des taxes foncières qui sont énormes. Et ça, du coup, bah, faut le prendre en compte quand même dans ton achat, quoi. Donc là, du coup, entre guillemets, ça dépend pas de tes choix, du choix de faire gérer ton bien ou de prendre une assurance GLI. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et ça te permet de comparer, parce que des fois, tu peux avoir un bien qui est à 9 et l'autre qui est à 9,5 brut. Et puis en fait, celui à 9,5, tu as une taxe foncière qui est énorme. Et en fait, au final, les deux sont au même rendement à 8,5 ou à 8, tu vois. Net de taxe foncière. Donc ça, j'aime bien, ça fait un bon entre-deux, je trouve. Et ça, c'est déjà assez représentatif de la vraie rentabilité, du vrai rendement de ton invest, quoi. Il y a des données fiables qui sont aussi, enfin, rapides, enfin, qui sont assez récentes pour choper ça, les taxes foncières dans des communes. En fait, c'est difficile parce que les taxes foncières, c'est un pourcentage, qui est un pourcentage de taxes qui est voté par les communes. Donc ça, ce chiffre-là, on l'a. Le seul problème, c'est qu'après, en fait, ce pourcentage, il s'applique à la valeur locative de ton bien. Et ça, en fait, bah, faut avoir l'info sur la valeur locative du bien. Et puis en plus, bon, je sais pas si tu as vu, il y a eu tout le débat là. Les valeurs locatives n'ont pas été revues depuis 70, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est très compliqué quand tu visites un bien ou une annonce de savoir comment il est renseigné au niveau du fisc. Moi, je sais que j'avais fait une demande pour changer la taxe foncière, donc ils te demandent le nombre de salles de bain, est-ce que tu as une baignoire, est-ce que tu as une douche, est-ce que machin, est-ce que truc. Et ça, en fait, entre la réalité que tu vois quand tu visites et vraiment ce que tu as de renseigné, c'est impossible de savoir. Donc, sur une annonce, tu pourras jamais vraiment savoir quel est le montant de la taxe foncière, mais tu peux voir les villes dans lesquelles le taux de taxe est le plus élevé. Ça, tu vois, c'est une donnée qui est disponible. D'accord, le taux de taxe, ouais, ça donne un indicateur. Voilà. Donc, à valeur Et pour faire ton locative analyse égale, macro, ouais. ouais, ça, tu peux regarder, ouais. Donc, tu sais qu'à valeur locative égale, un bien sera avec une taxe foncière plus élevée dans telle ville ou telle autre, parce que le taux de taxe est plus élevé. Mais tu n'auras pas le vrai montant, parce que derrière, il faut que tu calcules vraiment la valeur locative de ton bien. Ok, donc si on revient à ton analyse un peu macro qu'on voulait faire, back of the enveloppe, comme on Ouais, dit. c'est ça. C'est ça, c'est Le ça. prix au mètre carré, ça c'est le truc vraiment que tu peux voir de façon macro pour comparer une ville à l'autre. Et enfin on va dire le taux de taxe foncière, mais qui sera pas une donnée brute, quoi. Ça sera juste un indicateur en plus pour comparer deux rendements bruts, par exemple, équivalents, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, et après, sur la partie rendement, des fois, j'ai des clients qui me disent, oui, mais tu prends pas le crédit. Et en effet, on prend pas le taux du crédit dans le rendement. Ce qu'on calcule, c'est un rendement de l'actif, donc du bien immobilier. C'est pas un rendement du projet qui prend en compte aussi, du coup, le passif, le financement. Il y a plein de raisons à ça. Il y a notamment la raison de, bah, effectivement, ça peut être moins comparable parce que, bah, toi et moi, on n'aura pas forcément les mêmes conditions de crédit. Et après, tu as un truc aussi, c'est un peu plus technique, mais en fait, les intérêts que tu payes, ils baissent dans le temps. Et du coup, en fait, ton taux, bah, il a tendance à baisser aussi. En réalité, le taux ne baisse pas. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tu as un bien à 100 000 euros avec 3% d'intérêt. Tu payes 3 000 euros d'intérêt la première année. Il se trouve qu'au bout de 10 ans, ton bien, bah, tu auras remboursé une partie du crédit. Il va peut-être te rester que 50 000 euros à rembourser. Et du coup, bah, tu vas payer toujours 3%, mais sur 50 000 euros. Et donc, tu ne payes plus que 1 500 euros d'intérêt. Et donc, en réalité, c'est comme si tu étais à 1,5% d'intérêt. Parce que tu calcules toujours même ton rendement par rapport au prix d'achat, prix du projet. Et donc, c'est pour ça qu'on ne met pas aussi le taux du crédit dans le rendement, parce que ça bouge dans le temps. Donc, en fait, si tu dis, bah, en fait, mon bien, il est à 8 et j'ai 3 de crédit, donc ça me fait 5, c'est pas tout à fait vrai. Tu auras 5 la première année et après, en fait, ça va augmenter parce que le taux d'intérêt baisse fictivement. Et puis, ça va aussi augmenter parce qu'en fait, tu as les loyers qui vont augmenter. Donc, tu as toujours un effet ciseau, en fait, qui est assez intéressant dans le locatif. C'est que le rendement que tu as aujourd'hui,
normalement, c'est le plus faible que tu auras. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, les loyers vont augmenter et tes intérêts vont baisser. Sauf si, comme certains malins, tu as introduit la notion de différé au début, différé de paiement. Ouais. Encore une fois, pour un souci de comparabilité, j'imagine entre les biens eux-mêmes et pas juste la situation de l'emprunteur. Hein. Donc, je Ouais, comprends s'il y la a, notion. voilà, comme je disais au tout début, c'est ça aussi qui est important. Ouais. On entend souvent, on entendait en tout cas avant la hausse des taux que un bien à rendement brut de 10%, en gros, il était autofinancé. Est-ce qu'il y a un lien de corrélation? Est-ce qu'il a bougé, ce lien de corrélation entre le cash flow obtenu et puis le rendement, grosso modo? Avant la hausse des taux, 10%, tu étais bien plus qu'autofinancé. Tu Ouais, étais en ok. cash flow très positif. Si je dis pas, le calcul se fait assez facilement en réalité pour voir si c'est autofinancé. Tu regardes ta mensualité. J'ai par exemple 500 euros par mois de crédit. Ça veut dire que ça me fait 6 000 euros à l'année. Donc, il faut que j'ai 6 000 euros de loyer net de charge à l'année, tout simplement. Et du coup, si tu es sur un bien à 100 000 euros, ça te fait 6% net. Et je crois que du coup, à l'époque, avant la hausse des taux, si tu étais à 5,5-6% net, tu étais autofinancé. Donc, c'était quand même très faible. Aujourd'hui, il faut plutôt être sur du 7-7,5%, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je refasse une simulation sur un crédit à 100 000 euros avec le taux actuel qui est à peu près à 3. D'ailleurs, on peut même le faire en direct. Hein. Si je me prends un crédit de 100 000 euros sur 20 ans, les taux actuels, c'est quoi? C'est 3% à peu près, non? Ouais, Avec 0,2 d'assurance, tu vois, je suis à 571 de mensualité. Donc après, je fais 571 fois 12, ça ouais, fait 6 852. Donc ok. ça veut dire qu'en fait, il faut que tu aies 6 800, on va dire 50 de loyer net par an. Et sachant que tu as investi 100 000 euros, ça veut dire qu'il te faut un rendement net de 6,8. Donc aujourd'hui, 6,8 net sur 20 ans à 3% avec 0,2% d'assurance, tu es autofinancé. Et en fait, ce calcul, si jamais tu le fais sur 150 000, sur 200 000 euros, ça va toujours te revenir sur la même chose. C'est ça qui est assez sympa. Donc, c'est ça qui est simple pour calculer à quel moment on est autofinancé. Aujourd'hui, avec les conditions actuelles, c'est 6,8 net. Du coup, ce qui veut dire que 10% brut, tu es au-dessus de 6,8 net et tu es encore très autofinancé. Hein. 10% brut, tu commences à avoir du cash flow positif. Donc, ça marche assez bien. Ouais. Quand ouais, il y a quand même un besoin d'avoir un petit Excel quand même, enfin, ou du moins d'utiliser l'e-box, mais en tout cas, tu peux pas le faire. Il y avait des règles à l'époque aussi de, tu sais, tu multiplies par 120, c'est une sorte de calcul vraiment à l'arrache. Ah, ça me dit un truc, ça me c'était une règle du pouce, c'était pas un calcul exact, ça. Hein. Si c'est pour l'autofinancement, enfin comme tu viens de le voir, je l'ai fait en 20 secondes. Hein. Ça se fait assez bien. Hein. Tu regardes ta mensualité sur 100 000 euros avec les conditions actuelles, tu multiplies par 12 et ça te fait le loyer qu'il te faut à l'année et donc le rendement qu'il te faut à l'année, tout simplement. Hein. Donc si on reprend ta stat de tout à l'heure de 8,5, je crois, pour les utilisateurs de l'e-box, c'était du rendement brut qu'ils ont obtenu ou? Ouais, 8,9 de rendement brut, ouais. Donc ils sont en cash flow positif en moyenne, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont en cash flow positif en moyenne, ouais. Parce que 8,9, bon, ça dépend de plein de choses, mais tu vas tomber autour de 7,5, 8 en rendement net. Ok. Ok. Quelles sont pour toi les erreurs que tu vois les plus fréquentes faites par les utilisateurs, les investisseurs dans soit la recherche, soit dans l'interprétation des données qu'ils obtiennent? Euh, J'en vois deux principales. Alors déjà, là, il y a beaucoup de personnes. Mais alors moi, j'ai une approche assez financière, mais ils comprennent pas exactement comment on gagne de l'argent avec l'immobilier. Ils n'ont pas toutes les astuces financières derrière. Donc des fois, ils font des erreurs sur le crédit, pas le prendre suffisamment long, pas prendre, pas mettre trop d'apport, etc. T'as beaucoup de personnes qui font pas la différence entre le rendement et la rentabilité aussi. On fait souvent des abus de langage. On dit on est à 10% de renta, 11% de renta, 8. En fait, on parle de rendement. Donc le rendement, c'est ce dont on vient de parler et ce dont on a expliqué. La rentabilité, tu vas rajouter la valorisation du bien. Et donc, moi, je dis toujours, en fait, j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où quand tu regardes, rendement moyen en France, c'est 5,9.
Et l'évolution moyenne des prix de l'immobilier en France, quand tu regardes la courbe de l'INSEE, c'est 4,1. Et du coup, ça tombe comme par magie sur 10%. Donc moi, je dis toujours, en fait, l'immobilier, peu importe où tu achètes, tu vas avoir 10% par an. C'est juste que tu as des villes où tu vas avoir, comme à Paris, 3% de rendement locatif et 7% de valorisation. Et du coup, tu vas quand même retomber sur tes 10%. Grosso modo, hein, en ce moment, c'est pas trop le cas à Paris, mais voilà, c'est pour comprendre l'idée. Et tu as des villes où tu auras 10% de rendement, mais pas d'évolution des prix du tout. Et ce qui va changer, c'est à quel moment tu vas toucher ton cash. Est-ce que tu le touches au fur et à mesure par le cash flow et par le remboursement du crédit, ou est-ce que tu le touches le jour de la revente parce que tu fais une plus-value. Donc déjà, il y en a pas mal qui comprennent pas trop ça. D'ailleurs, la plupart des gens, on va dire lambda dans l'IMO, qui regardent les fameux capital, tout ça, comme on disait tout à l'heure. Même moi, je vois avec des amis quand on parle d'immobilier au début, les gens dans leur tête, le seul truc qu'ils cherchent, c'est où est-ce que les prix vont monter. Ils n'ont que ça en tête, tu vois. Le seul critère pour eux, c'est de dire, OK, je vais dans tel truc parce que je pense que les prix vont monter, parce que machin, parce que truc. Et ils comprennent pas que tu gagnes de l'argent par le loyer. Ils se disent presque c'est du bonus, oui, voilà, c'est bien, ça va payer un peu du crédit, mais ils comprennent pas que tu peux aussi vraiment gagner de l'argent par le loyer en faisant en sorte d'avoir un gros loyer par rapport à ton prix d'achat, par rapport à ton crédit. Donc déjà, première erreur, c'est de pas trop comprendre ces deux axes d'enrichissement, quoi. La partie vraiment, j'achète un bien immobilier, un actif qui rapporte de l'argent, des loyers. Et deuxièmement, c'est autre chose et c'est totalement indépendant. Cet actif peut prendre de la valeur dans le temps ou pas. Et s'il en prend pas, c'est pas un problème. Si on gagne beaucoup d'argent à côté, et si à côté les loyers sont très faibles et qu'il prend beaucoup de valeur, c'est pas un problème non plus. Ça fonctionne aussi. Et du coup, ça mène un peu à la deuxième erreur qu'on voit beaucoup, c'est que ils ont des stratégies qui correspondent pas à ce qu'ils veulent vraiment. Tu as des personnes, soit qui sont dans des zones, comme je disais, qui sont très chères et qui veulent faire de l'immobilier de rendement. Des fois aussi, de manière générale, tu as un espèce de spectre dans l'investissement immobilier qui va de l'investissement pur rendement, je fais de l'immeuble de rapport full travaux dans un village de 200 habitants, jusqu'à très patrimonial, j'achète dans le 6e arrondissement à Paris. Entre les deux, tu as un spectre des possibles. Et du coup, en général, plus tu vas aller sur du rendement, plus c'est des logiques plutôt de avoir de l'argent tout de suite, faire un revenu complémentaire, potentiellement quitter son boulot et vivre de l'immobilier. Et au contraire, plus tu vas sur la droite du spectre où tu es plutôt dans du patrimonial, là, c'est plutôt placer de l'argent pour la retraite, investir une somme d'argent que tu as hérité ou quelque chose comme ça. Et du coup, il faut d'abord se poser cette question-là de pourquoi est-ce que je fais de l'immobilier à la base? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent tout de suite ou est-ce que c'est juste, je sais pas, j'ai un gros salaire et je veux juste investir un peu, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et ensuite, tu croises ça avec les différentes stratégies possibles. Et enfin, tu recroises ça aussi avec ton secteur dans lequel tu es capable d'acheter. Donc, c'est un peu ça les grosses erreurs que je vois et qui ont pas mal d'impact parce que c'est ce que tu fais au démarrage vraiment dans ta recherche quand tu commences à te poser des questions. Les paramétrages de ta recherche et puis des villes dans lesquelles tu vas chercher, c'est quand même ce qui a le plus d'impact, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, ce que tu viens de dire. Je pense que, comme tu dis, il y a le problème entre toujours le débat entre patrimonial ou cash flow, c'est que effectivement, il faut prendre tous les éléments dans leur entièreté. Par exemple, il y a des gens qui investissent mal dans des produits de rendement et qui disent que c'est du patrimonial, alors que l'autre équation, il y aura pas de revalorisation, voire ça va se dévaluer. Donc du coup, les 10, ils vont jamais les atteindre, hein, dans ton exemple. Et après, je serais intéressé de savoir justement si toi, tu as une idée, t'as un avis tranché sur là où la création de valeur est peut-être la plus impactante entre le cash flow et le patrimonial, peut-être en fonction de sa stratégie. Tu semblais dire au début que t'investissais pas dans les grandes villes parce que c'était plutôt un marché justement de placement sur de secondaire pour les gens qui ont déjà créé de la richesse ailleurs, qui vont le placer pour du patrimonial, etc. De l'autre côté, c'est pas quelque chose, la revalorisation, sur lequel tu as beaucoup de contrôle, donc c'est plus un pari, et comme tu disais, les gens sont plutôt une approche spéculative sur l'IMO plutôt que ce sur quoi ils vont vraiment créer de la richesse. Est-ce que tu sembles dire plutôt c'est vraiment plutôt dans le locatif qu'on va créer la richesse et que l'autre c'est plutôt un bonus à la revalorisation, ou est-ce que t'as un avis plus différent de ça? Ouais, non, je suis pas 100% tranché. En fait, quand tu regardes les stats, le patrimonial, c'est ce qui a l'air de rapporter le plus d'argent. Alors sur un investissement, tu regardes
Alors c'est toujours pareil, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le passé que ça va se passer comme ça dans le futur. Mais des personnes qui ont investi à Paris en l'an 2000, ils ont gagné plus d'argent que des gens qui sont allés faire des grosses stratégies de rendement immeubles de rapport. Maintenant, est-ce que Paris va refaire la même évolution que ce qu'elle a fait dans le passé? On ne le sait pas. Et après, tu as un côté risque aussi, tu vois. Moi, je considère que le risque est plus élevé dans le patrimonial que dans le rendement. Ce qui est plutôt à l'inverse de ce que les gens pensent. Ils se disent patrimonial, Grandville, c'est safe. Moi, je pense que non, parce qu'en fait, tu sais absolument pas combien tu vas gagner. Euh, Tout ce que tu sais que tu vas gagner, c'est ton loyer. Et ça, tu sais qu'il est hyper faible. Donc là-dessus, voilà. Et la grosse partie de ton gain, elle est très incertaine quand même. Et tous ceux qui investissent dans des grandes villes le savent. Là, le marché s'est un peu retourné après le Covid. Bon, il y en a un paquet qui se sont retrouvés bloqués. Alors que dans de la plus petite ville et dans de l'investissement de rendement, tu as quand même une sécurité qui est beaucoup plus importante, même si tu peux avoir un mauvais locataire, ce qui est pas forcément plus fréquent dans les petites villes que dans les grandes d'ailleurs. Je pense qu'il faut s'enlever cette idée reçue. En fait, ton loyer, tu le connais, ton crédit, tu le connais, et donc tu as un flux d'argent qui est quand même beaucoup plus sûr. Et dans cette stratégie-là, même si tu revends avec une petite moins-value ou au prix d'achat, en fait, c'est pas grave parce que tu as été en positif pendant toute la durée de détention. Donc là, je suis pas forcément pour l'un ou pour l'autre. Je pense qu'en fait, tu as un souci aussi quand tu commences. C'est bien de faire du rendement parce que ça te fait faire du coup plus d'investissement. Quand tu achètes des biens qui sont plus rentables, tu peux emprunter plus parce que tes loyers, ils sont pris en compte dans ton taux d'endettement. Et du coup, plus tu as des investissements qui rapportent beaucoup de loyers et plus en fait, ça fait diminuer ton taux d'endettement. Donc ça te permet d'emprunter plus. Et le jour où tu arrives aux 35%, tu te présentes devant le banquier avec une dizaine de lots et pas avec un ou deux lots parce que tu as acheté dans les grandes villes. Donc, le discours est pas le même en termes d'expérience immobilière. Et du coup, c'est plus facile pour moi de casser cette barrière du 35% quand tu arrives avec une stratégie plutôt de rendement et que tu as montré que tu as fait plusieurs projets parce que du coup, ils étaient moins chers que quand tu arrives avec une stratégie patrimoniale et où, entre guillemets, tu es un peu comme monsieur et madame tout le monde, t'as pas prouvé grand-chose. Ensuite, quand tu commences à avoir pas mal de cash, si tu commences à avoir plusieurs centaines, voire quelques millions d'euros à placer, va falloir en acheter pas mal des T2 à Vierzon ou à je sais pas trop où. Donc, en fait, il y a un moment où ça devient quand même un peu compliqué. Et quand tu as beaucoup de cash comme ça à placer, tu peux te dire, j'ai pas envie non plus de faire trop de gestion, même si tu peux mettre en agence, voilà, c'est toujours un petit peu de boulot. Et tu peux te dire, je le place dans des villes qui sont un peu plus chères, dans des biens un peu plus quali. Et c'est surtout aussi te dire que c'est de l'argent que tu as un peu en surplus et que du coup, tu peux te permettre de laisser dormir pendant 10-15 ans. Tu vois, c'est à peu près ça le critère. Parce que moi, quand j'étais à Paris, j'ai pas mal d'amis qui ont acheté du coup leur résidence principale 2018-2019 à Paris. En fait, ils se retrouvent complètement bloqués parce que le marché s'est un peu retourné. Ils ont toujours les frais d'agence et les frais de notaire sur la tête. Et soit ils vendent tout de suite et ils encaissent une moins-value de 50, 60, 70 000 euros, soit ils font l'autruche et du coup, ils sont complètement bloqués pour la suite. Et du coup, c'est un peu ça le problème, c'est qu'eux, ils ont investi une somme d'argent qui sont pas prêts, qui peuvent pas laisser en fait, tu vois. Donc moi, je le vois Mmh. plutôt dans cette logique-là. Je pense que de manière optimale, faut commencer par le rendement et ensuite aller sur du patrimonial. Ouais, je comprends, je comprends. Non, je comprends ta logique. Après, je comprends aussi la logique du patrimonial, mais peut-être oui, effectivement plus en milieu de fin de parcours, en gardant en tête encore une fois que tu vois, si tu élimines ce côté temps, ce côté de liquidité, manque de liquidité, hein, quand tu as un seul bien et qu'il est patrimonial et que tu as besoin de cash, t'es coincé, c'est pas bien. En revanche, si tu déjà beaucoup un parc et que tu as du patrimonial et que tu as le temps de pouvoir laisser les crises passer un petit peu, et là sans forcément penser à la plus-value, je pense il y a un argument intéressant quand même de se dire dans les grandes villes, il y a moins de chances que ça tombe complètement en termes de tu vois, sur un horizon plutôt long terme que ça chute de façon importante. Je parle de 20-30% de chute. C'est vrai. Et puis encore une fois, il y a un autre truc intéressant dans le patrimoine, je trouve, de prendre en compte dans ce cas-là, c'est si on est sur du recyclage de cash, c'est qu'on rembourse un prêt. Évidemment, faut faire du levier et on rembourse son prêt, donc on s'enrichit quand même sur une valeur qui est quand même plus solide à terme. Et donc, quand on parle plus volume, moins value, c'est vraiment prix de vente contre prix d'achat, mais euh, plus on rembourse du prêt, plus on s'enrichit quand même. Donc, il y a ouais, Ouais, non, mais c'est sûr. Non, non, t'as raison. T'as moins de risques que ça baisse. Après, cette partie remboursement de prêt, je fais un peu gaffe aussi parce que, tu sais, des fois, pareil, on parlait tout à l'heure de comment on s'enrichit dans l'immobilier. Des fois, j'entends qu'il y a trois axes. Il y a le cash flow, le remboursement du crédit et la plus-value. Moi, je dis non, pas vraiment. Il n'y en a que deux, en fait. C'est vraiment
tes loyers et et l'évolution du prix de ton bien, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, l'immobilier, vu qu'on met un crédit dessus, ça complique un petit peu la logique. Mais si tu fais déjà l'exercice de dire, bah, j'achète cash, j'achète un bien immobilier cash, qu'est-ce qui me rapporte? Bah, les loyers et puis l'évolution du prix. Et en fait, quand tu rajoutes un crédit par-dessus, c'est juste que, bah, en fait, les loyers, il y a une partie qui va être prise pour payer le crédit et puis une partie qui va arriver en cash flow. Mais ton bien immobilier, il rapporte pas plus ou moins d'argent avec le crédit, tu vois. Et c'est toujours ces deux axes-là et uniquement ces deux axes-là qui sont les axes d'enrichissement de ton investissement. C'est la partie rendement, les revenus générés par capital et la partie plutôt rentabilité, plus-value, la valorisation, l'évolution du prix du capital. Et Oui, ça, que oui, je ce soit en comprends. rendement ou en Mmh. patrimonial, Mmh. heu, en fait, c'est la même chose. Dans les 2 cas, tu rembourses ton crédit et dans les 2 cas, tu as un enrichissement, là-dessus, tu vois? Ouais, ouais, non, ça non, ça oui, en fait, c'est la part de détention. C'est la part de détention de cet actif qui augmente si tu fais du crédit, que les gens assimilent ou qu'on peut assimiler à la création de valeur, de l'enrichissement. Mais je comprends ton approche qui est très puriste de dire: «C'est un actif, peu importe comment on le finance». La façon dont il crée de la valeur, cet actif, c'est il gère des ren il fait de la plus-value ou il gère des loyers. Ouais. Parce qu'après, tu vois, sur la partie, tu pourrais dire: «J'ai un plus gros crédit, donc je capitalise plus». Mais du coup, en général, sur les biens patrimoniaux, tu es en cash flow négatif et je sais pas, tu te dis: «Je suis en cash flow négatif à -500». Tu compares par rapport à quelqu'un qui est en cash flow positif à plus, 200. Tu as 700 € d'écart. Bah, en fait, si cette personne qui est en cash flow, positif, bah, ces 200 € il les plaçait et qui mettait en plus aussi les 500 € de cash flow négatif et qui plaçait, ça aussi, bah, à la fin, il aurait la même chose que l'autre, tu vois? C'est-à-dire qu'il y en a qui remboursent plus vite, mais oui, mais il le met de sa poche l'argent, alors que l'autre, il a la possibilité aussi de cet argent soit d'en faire autre chose, soit, bah, effectivement de l'épargner s'il veut sur un compte, soit même il fait un remboursement anticipé, tous les 2 3 ans, je sais pas, tu vois? Avec, l'argent qu'il a épargné pour rembourser plus vite. Mais ça ne change pas à la fin, vraiment ce que te rapporte le bien, tu vois? Et tu as un point de vue sur l'apport? Tu disais tout à l'heure qu'il y a 2 choses que les gens ne comprennent pas, c'est, la durée de prêt et l'apport. C'est quoi ton point de vue Ouais, là-dessus? c'est vrai que c'est un très gros point pour moi, le moins possible, hein. Mais vraiment, ça, ces gens s'en rendent pas compte. Alors la pire erreur que je vois aussi, ça, c'est vraiment les gens qui disent: «Je vais mettre de l'apport pour passer en cash flow positif». Tu vois? Ça, c'est vraiment ou alors en cash flow neutre et ça, je dis: «Mais non», parce qu'en fait, c'est juste que là, tu es en train d'acheter le cash flow négatif des futures années. C'est-à-dire que tu étais en cash flow négatif de, moins 100 €, tu mets 10 000 € d'apport de plus, bah, en fait, tu es en train d'acheter tous les mois à moins 100 € dans le futur. Donc ça revient au même. Garde tes 10 000 € et puis si tu veux, pareil, tu les mets sur un compte et tu pioches que dans ce compte pour payer ton cash flow négatif, ça revient au même. Sauf que si un jour tu as un chauffe-eau qui claque, bah, il te restera peut-être, 8 ou 9 000 € sur ton compte et tu auras quand même du cash, si jamais tu as un problème. Hem Pourquoi après, bon ça c'est un peu l'anecdote, mais pourquoi après je dis, le moins d'apport possible? Parce que tout simplement, en fait, tu fais du levier et le crédit IMO, on a quand même, une chance incroyable en France et je crois que c'est un des seuls pays, qui est comme ça, c'est que tu peux, emprunter à des taux qui sont quand même relativement faibles par rapport aux taux, financiers classiques. Le taux du crédit immobilier, ça reste un des taux les plus faibles et bah, cet argent, tu l'achètes à 3% et derrière tu le revends à 10, comme on vient de dire. Entre la partie rendement et la partie, hem, patrimoniale, évolution de la valeur et donc et ben, quand on a dit ça, l'idée c'est d'en acheter le plus possible d'argent. Donc du coup, bah, plus tu mets d'apport et moins tu profites de ça. Donc moi déjà tu as ce côté vraiment financier pur qui est de moins tu mets d'apport, plus tu fais de crédit et donc plus tu fais d'argent et aussi, bah, tu as toujours la théorie, cash is king, quoi. C'est-à-dire que, si tu as du cash, bah, ça te sécurise, si jamais tu as un problème dans tes investissements. Si tu as du cash et qu'un jour tu tombes sur une super opération et que, bah, vu que tu viens en faire une, il y a 2 mois, le banquier te demande un peu plus d'apport et bah, là, tu l'auras et tu le mettras parce que c'est «obligatoire» entre guillemets, parce que sinon tu as pas l'opération. Donc en fait, le cash, ça te donne une liberté qui est folle et même, si jamais, enfin, tu vois, en fait, mettre de l'apport, c'est comme placer son argent à 3% parce que c'est le taux d'intérêt que tu vas économiser. Donc à la limite, même si tu te dis pas: «Cet argent, j'en aurais besoin pour le chauffe-eau» ou quoi que ce soit, tu te dis: «Bah, place-le sur le S&P ou sur n'importe quoi, tu feras plus que 3%», tu vois? Donc c'est pour ça, ouais, apport le moins possible. Pourquoi? Parce que les taux sont bas. Si les taux de crédit immobilier étaient à 8%, j'aurais pas le même discours. Mais aujourd'hui, avec les taux de crédit immobilier, pour moi, même jusqu'à 4-5%, il y a pas de doute, faut faire le moins d'apport possible.
et vraiment le moins possible. Il y avait pas de minimum. Si tu peux mettre 0, tu mets 0, quoi. Et c'est pas grave d'avoir une grosse mensualité. Mais que les gens comprennent bien, enfin, il faut quand même il y ait du cash quelque part dans le patrimoine, en fait. C'est-à-dire que tu le mets pas sur l'OP, mais ça veut pas dire, enfin, de toute façon, le banquier te mettra un stop avant, mais faut pas dire y aller sans apport. Enfin, l'immobilier, ça nécessite quand même d'avoir du Oui, cash un petit peu quand même. bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et non, je suis d'accord. Je conseille jamais d'y aller sans apport. Faut en avoir déjà à minima pour la sécurité de l'investissement. Euh, D'ailleurs aussi, si tu mets tout ton apport et que tu as plus de cash derrière, ça peut être problématique. Mais oui, il faut avoir de l'argent parce que tu as toujours des problématiques, surtout si on fait des travaux. Il y a toujours des imprévus et puis il y a toujours des choses qui demandent du cash. Mais en tout cas, ce cash-là qu'il faut avoir pour commencer, si on peut en mettre le moins possible dans l'apport, c'est idéal. Super, bah écoute, j'étais très content de t'avoir branché sur cette conversation. C'était vraiment. Ouais, on est parti sur quelque chose que j'aime bien là, donc c'était cool. Est-ce qu'il y a on arrive sur la fin de la conversation. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais indiquer aux personnes, tu sais que tu dois en consulter pas mal, qui vont bien avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Bah, écoute, je peux conseiller la chaîne YouTube qu'on a sur l'e-box, si je peux faire un petit coup de pub où j'essaie de faire des vidéos où j'explique ça de manière la plus concrète possible, en essayant d'avoir un peu l'approche que j'ai aujourd'hui. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Vendeur de vérité aussi, qui je trouve a une approche pareil qui est très concrète et j'aime beaucoup. Après, niveau des sources, nous, on regarde beaucoup les sources officielles. Donc, je vais regarder les publications des notaires qui se font assez régulièrement. Tu as Century 21 aussi qui fait une analyse tous les ans sur le marché immobilier. J'aime bien parce que ça te donne le nombre de ventes et ça te donne aussi la proportion d'investissement locatif. C'est un des seuls à le donner, ce chiffre-là. Pareil, il y a sûrement un biais parce que c'est que les annonces Century 21, mais c'est assez dur d'avoir le chiffre sur la proportion d'investissement locatif. Et ça, c'est les choses que j'aime bien. Donc voilà, c'est ça que j'utilise un peu moins en tant que ressource. Après, pour quelqu'un qui se lance, il y a pas mal de livres qui sont très bien. Moi, j'ai commencé avec le livre de Julien de la Grandane, euh, Route vers les 7 dimanches, quelque chose comme ça. Je me souviens Ah plus ouais. exactement du titre, mais qui est un très bon bouquin. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu aujourd'hui sur YouTube. Donc, quand j'ai commencé, il y en avait assez peu. Donc, la difficulté, c'était de trouver. Aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses et voilà, il y a un peu de tout et de rien. Et donc, faut essayer de trouver les bonnes personnes avec qui ça file bien et avec qui il y a des informations qui sont correctes. Complètement, ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce point de vue-là. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir d'informations qui soient pertinentes. Je pense qu'il faut aller vers la transparence, tout ce qui est transparent et simple et moins marketé possible. En général, c'est plutôt un bon choix pour commencer à regarder. Euh, mais ouais, on salue Julien et Stan, très très bon contenu, et effectivement, qu'on a reçu ici d'ailleurs, et vraiment qui est vraiment très très bien, et c'est un peu dans la lignée, quand on t'écoute parler, on sent que t'es dans cette approche aussi très ingénieur, très finance, très carré, et c'est voilà, je trouve que c'est bien parce que il y a un moment donné au début où le marché a besoin petit peu de monter en compétences, il y a vraiment très peu d'éducation. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on a fait un petit step, les investisseurs sont un peu plus Ouais, avisés, je suis et d'accord. donc on peut aller peut-être sur quelque chose qui est un peu plus voilà, raisonné, plutôt qu'essayer d'amener les foules à droite ou à gauche, quoi. Ouais, on a passé un peu la période où tout le monde pensait être rentier en 6 mois, parce que voilà, il y en a pas mal qui s'en sont moqués justement, Stan le premier. Et du coup, les gens ont compris qu'effectivement tout ça c'était des conneries. Ça veut pas dire que l'immobilier c'est mauvais, c'est juste que voilà, il faut comprendre comment ça marche. Moi, l'immobilier, je continue de dire que c'est le meilleur vecteur d'enrichissement, surtout quand on n'a pas d'argent, justement grâce au crédit immobilier. Ça permet de faire des choses formidables. Enfin là, je le vois, donc je disais tout à l'heure en mastermind, j'étais avec le club des rentiers, qui est voilà un groupe très sympa aussi avec beaucoup d'investisseurs immo. Bon bah voilà, là il y a pas mal de gens là qui ont vraiment réussi en immobilier et qui aujourd'hui peuvent vraiment profiter de la vie, avoir beaucoup plus de temps, et qui sont lancés dans les projets perso. Donc l'immobilier, ça permet tout ça. Après c'est pas facile, hein, c'est du boulot. Faut se mettre dedans, tu vois. Et puis se former un petit peu. Des fois, il y aura des petites embûches, ça fait partie du jeu. Mais à la fin, je connais peu de gens qui regrettent de s'être lancés dans l'IMO. Par contre, j'en connais beaucoup qui regrettent de pas s'être lancés. Tu vois, donc c'est ça, c'est aussi quand même un signe. Et donc après voilà, faut se lancer, ouais.
Yes, et puis je lisais encore des commentaires d'auditeurs qui disent dans les freins qui les freinaient, c'était l'histoire de tout ce qui est données économiques ou tu vois, anxiété par rapport aux nouvelles, ou le taux qui on sait pas trop, ou la fiscalité et tout ça. Et en fait, c'est intéressant de voir que tout ça c'est complètement secondaire quand tu te lances dans un projet et que tu réussis. Oui. Ouais. Ah, c'est vrai que la fiscalité, voilà, on n'en a pas trop parlé, mais bon, le LMNP, on en a parlé pendant des mois et des mois. Le nombre de personnes que je vois qui disent que le LMNP est mort, je les compte même plus. Et quand tu fais les calculs, bon, le LMNP est moins intéressant qu'avant, mais ça reste quand même un super régime fiscal. Tu vois? Donc, en fait, il y a un moment où c'est facile de faire peur aux gens. Moi, comme tu vois, j'ai une approche assez quanti et assez voilà, ingénieur. Donc, du coup, on fait des calculs, on fait une simulation de fiscalité et puis on compare. Et le LMNP, pour tous ceux qui se posent la question, ça reste un très bon régime et voire l'un des meilleurs, quoi. Alors, toujours pareil, ça s'adapte en fonction de la situation, mais même avec cette notion de revente, ça reste quand même très intéressant. C'est un peu comme ce qu'on avait en SCI et pourtant la SCI, personne s'en plaint, tu vois? Et tout le monde dit que c'est un super régime. Et l'avantage du LMNP, c'est que l'argent est dans ta poche, il est pas dans la trésorerie de la SCI. Et donc, tu économises quand même la flat tax pour te verser l'argent si jamais tu en as besoin derrière, quoi. Donc, ouais, toute cette partie fiscale aussi, il faut faire attention. La fiscale, globalement, en France, elle est dure. Mais en immobilier, il y a quand même énormément de solutions pour pas trop payer d'impôts, quoi. Ou en tout cas, ne pas trop en payer tout de suite et pouvoir justement générer du patrimoine, faire vraiment cette boule de neige. Et puis ensuite, on se met à en payer, mais au moment où déjà on sait qu'on est capable de les payer, parce qu'on choisit un peu quand revendre en général, et à un moment où on a généré un petit peu de trésorerie, un petit peu de richesse, quoi. Ouais, on a du volume, quoi. Super. Le meilleur canal pour te joindre, Thomas, c'est lequel? Sur Instagram, Libox-IMO. On répond à tout le monde là-dessus. Il y a aussi mon mail directement, thomas@libox.fr pour me joindre. Voilà, ça va être les deux canaux principaux si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de quoi que ce soit, avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup pour le partage, Thomas, c'était cool. Merci pour l'invitation, c'était sympa. Ciao, ciao. À bientôt, salut, ciao. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter hebdo. Chaque semaine, j'y partage les meilleurs apprentissages réalisés sur le podcast, des documents exclusifs partagés par mes guests et des astuces également pour être un investisseur toujours mieux informé. Tout ça gratuitement dans ta boîte mail chaque dimanche. Alors rends-toi sur le site investisseur avec un S 40.com/NL pour t'abonner et faire partie de cette belle communauté d'investisseurs inspirés. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!